L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Notre invité ce soir est marin-pêcheur vendéen en retraite, président actuel du comité régional des pêches, président de la filière pêche et aquaculture pour France-Agrimer. José Jounot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct depuis nos studios vendéens. Avec vous, je voudrais revenir sur ces assises de la pêche qui se sont tenues à Nice vendredi dernier. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, a détaillé, je cite, un plan de transition énergétique de la flotte qui doit être un véritable partenariat public-privé avec 3 piliers. Tout d'abord, le verdissement du carburant maritime, ensuite la réduction de la dépendance de nos navires au pétrole et enfin l'adaptation des infrastructures portuaires. Alors, en utilisant 7,5% de biocarburant dans les bateaux de pêche, c'est-à-dire une quantité disponible en France selon le secrétaire d'État, les pêcheurs auront pour premier bénéfice une réduction à la pompe de 13 centimes par litre pour tous les navires de pêche tant que les prix seront élevés, a déclaré donc Hervé Berville, sans pour autant préciser le calendrier de mise en œuvre de cette mesure. Alors José Jounot, les marins-pêcheurs sont sortis de la salle pour exprimer leur désaccord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Disons que ça a été un geste fort, je pense, de la part des marins-pêcheurs, de la filière pêche, j'entends. Parce que c'est un peu gênant de parler uniquement des marins-pêcheurs. Aujourd'hui, on parle en situation de filière. C'est-à-dire parler parce que vous englobez, biocarburant. pour faire le point, vous englobez les marins-pêcheurs, mais tous ceux qui travaillent aussi dans l'aquaculture, les marailleurs, enfin voilà, on disait un emploi en mer, c'est 4 emplois sur terre, qui dépendent de la pêche. Et suivant les départements, les régions, ça peut aller jusqu'à 6 personnes. Quoi. Mais donc les marins-pêcheurs quittent la salle, un geste fort, c'est symbolique bien évidemment. Mais lorsque vous entendez qu'il faut reverdir et décarboner et en entrant dans la transition énergétique et voire écologique, faut faire très attention aux solutions qu'on apporte. Le biocarburant, pourquoi pas ? Faut savoir que le biocarburant, déjà, c'est 20% de moins énergétique que le carburant normal. C'est-à-dire que pour avoir la même performance, on va dire au niveau pêche, si on diminue de 20% au travers du biocarburant, il faut augmenter la puissance de nos moteurs de 20%. Ce qui n'est pas forcément en adéquation aujourd'hui avec la doctrine. Bon, voilà. Donc c'est une fausse bonne mesure finalement, c'est une fausse mesure selon vous. En effet d'annonce de la part du ministre. Ça peut être une hypothèse de travail. Mais ça fait quoi ? C'était 13 centimes finalement de réduction financée par Total Energy, je crois. Mais que si on utilise du biocarburant. Et donc vous voulez nous expliquer que si on utilise ce biocarburant, il est pas assez performant pour vos moteurs, quoi. Mais il n'est pas assez performant. On a aussi des grosses craintes par rapport au biocarburant. C'est-à-dire aujourd'hui, les moteurs de bateaux de pêche sont comme des moteurs de camions de nouvelle génération. C'est-à-dire on a des pots catalytiques, etc. Quels vont être l'indice par rapport à la gestion de la combustion, de tout ce qui fait fonctionner aujourd'hui un moteur? On n'a aucune. Si on pète un moteur, aujourd'hui un moteur c'est 800 000 €, sur un bateau de 20 mètres, quoi. Si jamais malheureusement on a un accident, comment il va être compensé? Donc, vous voyez, c'est le genre de. On peut faire des annonces, et merci à Monsieur Berville d'essayer de faire des annonces. Maintenant, il faut qu'elles soient concertées, partagées et surtout réalisables. Vous l'avez rencontré par la suite, Hervé Berville ? Oui, je l'ai rencontré mercredi matin. On avait un conseil spécialisé de France-Agrimer. Je pense que tout le monde connaît dans le monde agricole et autres, dans la filière agroalimentaire, ce que c'est que France-Agrimer. Rappelez-le-nous peut-être en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas familiers avec France-Agrimer. France-Agrimer, aujourd'hui, c'est ce qui porte les différentes filières agricoles, alors vignes. Alors, je rentrerai pas dans le détail, je suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais disons qu'en termes de montage de projet et puis de fléchage des aides de la PAC et autres, France-Agrimer est très connu. Et aussi, il y a une branche sur la filière agro-pêche, on va dire ça comme ça. Donc, en tant que président de la filière pêche et aquaculture pour France-Agrimer, vous avez re-rencontré mercredi donc le secrétaire d'État. Vous avez pu trouver un accord ou pas Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent en direct devant tout le monde et il y a beaucoup d'offres. Il avait bien vu qu'il y avait quand même un quiproquo. Le lien était rompu, on va dire, entre la filière et le ministère. Donc, il a été proposé dans une autre enceinte de nos structures et de représentativité d'essayer de clarifier le débat
Et ce, devant tous les faiseurs de la filière, justement, pour essayer qu'on y voit un peu plus clair. Bon, Monsieur Berville est venu pendant 1h30. Il n'y a pas eu de question tabou. Il a été très, performant comme d'habitude. Mais malheureusement, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je suis désolé d'employer cette métaphore. La plus belle des filles du monde ne peut pas donner ce qu'elle a pas. Et c'est et quelque part, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il est plein de bonne volonté. Maintenant, il est dans un contexte qui est très, très, très compliqué. S'il y avait que l'histoire du carburant aujourd'hui, je pense que nous, on est des gros consommateurs, mais il y a aussi des problèmes d'énergie sur l'électricité. Il y a des problèmes d'environnement dont on subit aussi les contre-coups. Alors justement, on va évoquer les différentes problématiques que vous rencontrez, mais je voudrais revenir sur la question du fuel, puisque vous utilisez du fuel bleu. Mais j'aimerais bien que les auditeurs puissent se rendre compte de votre consommation en fuel. Partir une journée en mer avec un chalutier, vous avez dit un chiffre par rapport au prix d'un moteur, 900 000 euros. Vous consommez combien de litres de fuel avec un moteur à 900 000 euros? Alors, le chalutier type de la pêche artisanale, aujourd'hui, c'est des navires de 20 à 22 mètres. Des navires artisans, je parle, c'est pas forcément de la pêche industrielle, c'est des navires artisans. Un homme, un bateau. C'est 2000-2500 litres de consommation par 24 heures. Ouais. Pour les arts traînants, c'est-à-dire le chalutage, tout ce qui est art dormant, filayeur, palangrier, etc., casier, c'est bien évidemment beaucoup moins. Parce que c'est juste de la propulsion et les appareils de pêche sont virés par d'autres moyens. Donc il n'y a pas besoin de traîner le filet, ce qui demande beaucoup d'énergie au moteur. Donc c'est 2200 litres de gasoil sur 24 heures, vraiment sur 24 heures. Sur 24 heures. Ça coûte combien un litre de gasoil pour les marins pêcheurs? Alors, c'est 86 centimes aujourd'hui que l'on paye le gasoil. Ouais. Et on a 10 centimes de remise jusqu'au 15 octobre. Ce qui fait que actuellement le gasoil pêche est à 96 centimes. Je sais que pour le citoyen lambda, lorsqu'on fait le plein à la pompe, on arrive presque à 2 euros. Ouais. Sauf qu'après, j'ai fait mon petit calcul. J'ai fait mes calculs. Ça vous fait, pour une sortie en mer sur 24 heures, c'est 211 200 euros de fuel. Non. 2200 par non, c'est vrai. 86 centimes. 86 centimes. J'ai fait une petite erreur, ouais. Bon, on laissera alors les auditeurs. 2100 euros, oui. 2200 euros, ouais, sur 24 heures. Bon, c'est quand même énorme. Ouais. On met pas ça dans notre voiture de tous les jours. Donc, pour vraiment que ce soit parlant, faut savoir que une marée, le gasoil, sur l'exercice d'un navire un chalutier de 20-22 mètres, aujourd'hui, c'est aux alentours de 45% de ses frais engagés pour une marée. Avant le remboursement, avant l'huile, avant la nourriture, avant la rétribution des équipages, c'est 45% des frais communs. Ouais. Donc vous comprenez que ça devient très très compliqué. Cette situation-là, ce prix du carburant, c'est dû à la guerre en Ukraine ? Ça a forcément son incidence. Mais il faut savoir aujourd'hui que le gasoil pêche n'est plus raffiné en France. Il provenait de Russie et on le faisait venir raffiné. Donc je pense que la guerre en Ukraine a forcément un impact, oui. Donc qu'est-ce que vous attendez finalement de la part du gouvernement ? Du réalisme. Du réalisme, tout simplement, c'est-à-dire que, et ça fait longtemps qu'on le demande, parce que il y a le problème du gasoil, c'est le problème du moment, mais je pense que c'est l'étincelle qui aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, fait que c'est l'arbre qui cache la forêt. On arrive dans des contraintes qui font que on en est rendu à demander, très, très sincèrement, parce que c'est de l'argent public qu'on injecte pour soutenir. Et il est aisé après de stigmatiser une profession en disant l'argent public ne coule pas à flot et soutenir artificiellement une filière, très franchement, c'est pas facile à vivre. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait un arbitrage présidentiel. Est-ce qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui du gouvernement français à ce qu'il y ait toujours une filière pêche? Vous voulez dire que dans un avenir proche, elle pourrait disparaître, toute la filière pêche, ça pourrait disparaître? Oui, là, on est au bord de l'extinction, très sincèrement aujourd'hui. Parce qu'on parle toujours de la pêche par la production, mais après, il y a à la marée, il y a le maraîchage, il y a toutes les entreprises de commercialisation, et sincèrement, aujourd'hui, c'est peut-être encore la pêche qui va peut-être le moins mal.
À la marée ont vu leur coût d'énergie, d'électricité multiplié par 3, voire par 4. Le transport, parce que les produits finis de la mer sont transportés, a vu ses factures de transport exploser. L'entretien des navires ou des infrastructures, bien sûr, sont issus du pétrole, 35% d'augmentation. Donc, je pense très sincèrement que notre modèle, oui, il a vécu. On nous demande de faire des propositions, on peut faire des propositions. Par contre, aujourd'hui, il y a une mesure d'urgence à prendre qui est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait toujours un avenir dans cette filière ? Si oui, que le gouvernement prenne les responsabilités vis-à-vis de la Commission européenne, parce que là, on pourra en parler, de dire oui. Et là, on défend notre souveraineté, c'est-à-dire on n'est pas obligé de tout accepter. Que la pêche soit reconnue enfin, comme un secteur économique, comme n'importe quel autre secteur d'économie, et par crainte, on n'a pas envie de finir comme la sidérurgie, comme le textile et autres filières où on a pris beaucoup moins d'égards vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ces gens-là, et on a externalisé. Et là, aujourd'hui, on arrive au bout du discours qu'on demande aux gens, c'est-à-dire aux agriculteurs, aux marins-pêcheurs, c'est-à-dire ceux qui sont censés être en charge de nourrir les populations, de travailler, et qu'on demande une certaine autonomie alimentaire, là, il va falloir être droit dans ses bottes. Donc dans un avenir proche, on pourrait avoir des produits de la pêche, parce qu'on mangera toujours du poisson, mais qui viendront de l'étranger, qui seront pêchés dans des autres eaux internationales, mais plus en France, plus par des Français. Si le gouvernement ne décide pas à un moment donné de réformer la filière et de la soutenir en même temps, quoi. Pour réformer, il faut soutenir. Mais on ne demande pas de soutenir n'importe comment et à n'importe quel prix. Il faut juste être capable de comprendre que le système dans lequel on évolue, on a besoin que certains verrous politiques et juridiques tombent. Comme lesquels ? C'est quoi les verrous juridiques ? Les verrous juridiques, par exemple, pour changer la jauge sur les navires. Alors, ça va pas parler à grand monde, mais aujourd'hui, on est dans une contrainte réglementaire qui fait que pour faire construire un bateau, il faut avoir des normes qui font que aujourd'hui, c'est très difficile de les mettre en place. Et ça, c'est des normes européennes ? C'est des normes européennes. Donc il y a la question des normes européennes à régler. Ça m'amène à vous parler des quotas de pêche, puisque ça se décide au niveau européen aussi. La prochaine réunion, c'est début décembre. Il faut s'attendre à quoi sur les quotas de pêche, et je sais de mémoire que souvent les marins-pêcheurs vendéens étaient mobilisés à Bruxelles pour contester ces quotas de pêche. Alors justement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vient de parler, c'est monté plus ou moins en épingle, on s'aperçoit à la presse, la preuve en est, c'est que ce soir, je suis en train d'essayer d'apporter certaines explications. Est-ce que c'est pas justement pour cacher ce qui va arriver au mois de décembre ? Parce qu'il faut savoir que les avis SIEM, qui sont les avis scientifiques sur les stocks qui vont être discutés début décembre, sont justement cette émanation. Il faut savoir que sur des stocks emblématiques, par exemple sur le merlan, on nous propose moins 40%. Sur le lieu jaune, c'est moins 42%. Sur le merlu, c'est moins 12%. Sur la sole, c'est moins 7%. Sur la langouste, sur le bar, c'est moins 22%. Donc vous n'aurez pas le droit de pêcher. On baisse encore vos quotas de tous ces pourcentages que vous nous avez cités. Ouais. Et pourtant, il y a de la réserve, selon vous ? Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Ifremer, il y a très peu de temps, a dit que dans le golfe de Gascogne, je parle pour le golfe de Gascogne, en 10 ans, les stocks qui étaient, il y avait 20% de stocks qui allaient à peu près bien. On est passé à 75% de ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Par contre, on nous demande des diminutions. Mais finalement, on peut dire que les restrictions des années auparavant, peut-être finalement, c'était un mal pour un bien maintenant, mais il faudrait pas que ça continue, selon vous. C'est-à-dire, on est des ardents défenseurs, et Dieu sait si on s'est battu sur les histoires de quotas. Aujourd'hui, on est d'ardents défenseurs, justement, de l'encadrement. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que, et avec beaucoup de bon sens, parce que les quotas, ça date un petit peu de temps, mais ça prouve aussi que les pêcheurs sont des gens adultes, et qu'en mettant en place des plans de gestion, des plans de restructuration, la diversification, justement, de nos modes et de nos pratiques, font que, en 10 ans, on a rétabli une situation qui paraissait catastrophique. Parce que les données il y a 10 ans étaient quand même pas terribles, et les gens qui adorent la pêche parlaient que les marins-pêcheurs avaient vidé les stocks du golfe de Gascogne. Donc vous comprenez pas, les marins-pêcheurs comprennent pas qu'on maintienne ces quotas en négatif, quoi. C'est ça, hein ? Non, c'est parce que les marins-pêcheurs, on peut le comprendre.
Par contre, qu'on nous donne une réalité scientifique malheureusement, aujourd'hui, on a une vision que très parcellaire de l'état des stocks. Et donc, par mesure de précaution, cette fameuse mesure de précaution, c'est systématiquement moins 30%. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on sort de 3 années un peu difficiles, Covid, et les années après Covid, où la pêche a subi exactement, il y a eu les plans de gestion et les arrêts temporaires, etc., et tout ce qui va bien. C'est-à-dire que, bien évidemment, pendant 3 ans, il y a eu beaucoup moins de production, c'est-à-dire de débarquement dans les halles à marée. Évidemment, on maintenait les bateaux artificiellement le long du quai, justement pour faire face soit au Covid, soit aux différentes réglementations dites européennes sur des plans de gestion. Maintenant, on dit, il y a eu moins de 30% d'apport sur telle espèce pendant les 3 dernières années. C'est évident que si on maintient artificiellement avec des subventions une flotte le long du quai, elle va débarquer beaucoup moins, quoi. Vous êtes pessimiste, ça sera ma dernière question, José Jounot, avant qu'on se quitte dans quelques instants. Vous êtes pessimiste pour l'avenir de la filière pêche ? Absolument pas. Être réaliste, je pense que c'est pas être pessimiste. Être réaliste, justement, pour rebondir. Quoi qu'il en soit, la pêche rebondira. La pêche, on a l'habitude de dire, c'est le 2e plus vieux métier du monde. On a de l'expérience, vous savez. Donc, non, on passera au travers de ça, bien évidemment. Mais ce qu'on a peur, c'est tous les collègues qui vont rester sur le bord de la route, quoi. José Jounot, président du comité régional des pêches vendéen. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans l'invité régional. Une interview à réécouter en podcast sur notre site internet. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès lundi pour un prochain 18-19 régional.